Bonjour tout le monde. Alors, notre cours d'aujourd'hui, c'est sur la rubéole. La rubéole, une maladie virale vraiment bénigne dans la majorité des cas, mais sa gravité se voit surtout chez la femme enceinte qui risque de transmettre le virus à son fœtus, ou plutôt son embryon, parce que c'est surtout pendant le premier trimestre, c'est ce risque de passage de phytomaternel qui fait la gravité de cette maladie. Sinon, la rubéole elle-même, la rubéole acquise, est généralement bénigne. Il y a certaines formes un peu sévères, mais de bons pronostics. Alors, qu'est-ce qu'on va dire comme définition? C'est d'abord une maladie virale éruptive et elle touche surtout l'enfant d'âge scolaire. Elle est très bénigne, voire parfois inapparente. Si on devait faire la sérologie de tous les étudiants, on trouverait peut-être au moins 60% qui sont immunisés et qui n'ont jamais été symptomatiques. Donc, on s'infecte, on fait peut-être une forme bénigne, un petit fébricule, une petite éruption passagère, et on s'immunise pour la vie. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est redoutable pour le fœtus, surtout quand elle survient au premier trimestre de la grossesse, chez une femme bien sûr non immunisée. Si elle était immunisée ou vaccinée, immunisée par la maladie ou vaccinée, il n'y a pas de risque pour le fœtus. Donc le gros risque, c'est les embryophytopathies sévères ou de rubéole congénitale, c'est-à-dire infection qui va être évolutive. Et la seule arme efficace pour lutter contre cette pathologie, pour éviter ces embryophytopathies, c'est la vaccination généralisée qui fait partie actuellement du calendrier vaccinal algérien. Donc, dans le futur, toutes les filles seront immunisées. Donc, il y a bien sûr la rubéole congénitale qui va disparaître, à condition bien sûr que la vaccination continue à être généralisée. Et le vaccin est généralement bien toléré. Alors, sur le plan virologique, le virus de la rubéole, on l'appelle rubivirus, qui appartient à la famille des Togaviridae. C'est un virus à ARN qui est très fragile, qui est inactivé par la chaleur, les rayons ultraviolets, les antiseptiques, les détergents. Donc, c'est un virus fragile. Et quand on l'attrape, c'est par voie généralement directe, par voie aérienne, et il va réaliser une virémie. Donc, il va passer dans le sang qui va durer bien sûr quelques jours pendant la phase d'invasion et les 2 jours de l'éruption. Et bien sûr, on peut se réinfecter. Et ces réinfections vont agir comme un rappel vaccinal. Elles seront inapparentes, il n'y a pas de virémie. Donc, c'est comme une injection de rappel. Donc, ça va entraîner une augmentation d'anticorps sans qu'il y ait virémie. Sur le plan épidémiologique, on va parler du réservoir, du mode de transmission, du sujet réceptif. Donc, le réservoir, il est strictement humain, c'est une maladie strictement humaine, et c'est surtout les enfants d'âge préscolaire et surtout scolaire qui sont les plus touchés. Il reste la source de contamination pour les femmes enceintes. Bien sûr, quand elles ont échappé déjà à une maladie ou à une vaccination. Et les nourrissons ou les nouveau-nés qui sont atteints de rubéole congénitale, ils restent contagieux longtemps, en moyenne plus souvent 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 18 mois. Mais la grande majorité des cas, c'est surtout pendant 6 mois qu'ils restent contagieux. Ils éliminent le virus par les urines, par un peu partout. Et la transmission donc est directe pour la rubéole acquise. Elle est transplacentaire pour la rubéole congénitale. Quand un nouveau-né à la naissance, il est né d'une mère qui est immunisée, il va être protégé par les anticorps maternels jusqu'à 6 mois. Au-delà, il peut être contaminé, sinon il faudra le vacciner. Et la maladie, quand on nous la vend, elle est contagieuse 13 jours avant et se prolonge 21 jours après l'éruption, quand l'éruption existe.
Sinon, la plupart du temps, on est contaminé sans qu'on le sache qu'on a été contaminé par telle personne parce que la maladie n'est pas toujours apparente. Donc, l'éruption manque souvent. Et cette rubéole évolue par petites épidémies hiverno-printanières en même temps que la rougeole. Bien sûr, la rougeole est beaucoup plus sévère que la rubéole. Et quand on attrape cette maladie, qu'elle soit apparente ou inapparente, elle nous donne une immunité durable, une immunité pour la vie. On va passer à la clinique et on va prendre comme type de description, on va bien sûr décrire d'abord la rubéole acquise, on va prendre bien sûr, on va décrire la rubéole de l'enfant. Et quels sont les éléments qui vont plaider en faveur de cette maladie? C'est qu'il faut qu'il y ait une absence d'antécédents de rubéole et absence de vaccination antirubeoleuse. Sinon, si c'est quelqu'un qui a fait une rubéole, il ne peut pas refaire une autre. Et s'il est vacciné, il ne peut pas refaire encore. Alors, l'incubation de la maladie, en moyenne, on dit 18, ça est de 15 à 20 jours, mais en moyenne 18 jours avant l'apparition de l'éruption. Mais bien sûr, toujours difficile à détecter parce que la malade n'est pas toujours symptomatique. La phase d'invasion, quand elle est symptomatique, elle se manifeste par une fièvre modérée à 38 et 38,5. L'état général reste conservé, donc c'est un malade qui continue à aller à l'enfant, qui continue à aller jouer, ça ne le met pas au lit, comme dans la rougeole où la fièvre est très importante. Il n'y a pas de catarrhe, et en particulier, il n'y a pas de toux, qui est un signe fréquent ou même constant dans la rougeole. Et il peut y avoir quelques signes associés, surtout de toutes les maladies virales, des céphalées, des courbatures, des myalgies, une pharyngite. Et parfois, on a déjà les adénopathies qui peuvent apparaître au niveau cervical. Elles durent à peu près une semaine. Ensuite vient la phase d'état ou la phase éruptive. Bien sûr, ce n'est que devant l'éruption qu'on va penser à la rubéole. C'est rare de penser devant juste une petite fièvre sans éruption. C'est devant la fièvre et plutôt l'éruption et l'aspect de l'éruption et son évolution qui va faire penser à la rubéole. Donc, c'est un exanthème maculopapuleux, morbilliforme. Quand on dit morbilliforme, ça veut dire qu'elle ressemble à la forme de la rougeole. Parce que le virus de la rougeole, on l'appelle le virus morbilleux. C'est pour ça que c'est de là que vient cette appellation morbilliforme. Donc, elle prend la forme de la rougeole. Sur le plan aspect, ça veut dire des lésions élémentaires. Et on dit qu'elle est le premier jour morbilliforme et le deuxième jour, elle est scarlatiniforme. En fait, très discrètement scarlatiniforme, surtout parce que les éléments vont confluer. C'est pour ça qu'on dit un aspect scarlatiniforme. Et ça disparaît au troisième jour. Donc, c'est une éruption qui dure 48 heures. Alors, on va décrire ces lésions élémentaires cutanées de la rubéole. Ce sont des macules ou maculopapules qui sont plus pâles et plus petites que celles de la rougeole. On a décrit déjà la rougeole, on a dit que c'était des maculopapules rouges vifs et qui sont arrondies, elles sont isolées ou groupées en amas, mais avec toujours des espaces de pollen. Ici, la différence, c'est que les éléments sont plus petits, donc de diamètre, et puis la couleur, elle est rosée, plutôt que rouge vif, comme dans la rougeole. Et elles sont de la même façon, soit isolées, soit groupées en amas avec des espaces de pollen. C'est pour ça qu'on dit morbilliforme. Et le siège de cette éruption, elle commence comme dans la rougeole, au niveau de la face et derrière les oreilles. Mais elle se généralise en quelques heures, alors que dans la rougeole, elle se généralise de façon descendante en 4 jours. Et elle respecte classiquement la plante des mains et la plante des pieds. Et l'évolution se fait en une seule poussée sur 72 heures. Donc 72 heures, c'est le jour de la disparition de l'éruption. Donc premier jour morbilliforme, deuxième jour scarlatiniforme, et troisième jour, elle disparaît. Donc vous voyez que c'est une éruption fugace. Elle ne reste pas longtemps. Alors que la rougeole, elle reste quand même les 4 jours de généralisation, puis il faut 4 jours pour la disparition,
avec la desquamation qu'il y a. Et dans la rubéole, il n'y a pas de desquamation. Bien sûr, l'exanthème, quand vous avez un exanthème, il faut toujours examiner les muqueuses. Et la cavité buccale peut parfois vous permettre de faire un diagnostic précis. Comme ce qui est vu dans la rougeole, vous avez le signe de Koplik, ça permet de faire avec certitude le diagnostic, de poser avec certitude le diagnostic de la rougeole. Donc, l'énanthème, il est fait soit d'une pharyngite avec parfois conjonctivite. Et le signe qui est un peu plus constant, ce sont les adénopathies occipitales. Ce sont des adénopathies fermes, légèrement sensibles, et surtout au niveau des chaînes occipitales. Elles peuvent être accompagnées d'une fièvre modérée 38-38,5 et du splénomégalie, bien sûr, qui sont inconstantes. Voici des images de rubéole chez une femme, chez le nourrisson, chez le grand enfant. Donc, vous voyez, c'est des éléments qui sont rouges, mais pas très vifs, soit isolés ou groupés en amas, mais il y a toujours des espaces de pollen. Vous voyez là au niveau du visage, chez le nourrisson, et derrière les oreilles. Alors, on a vu la forme typique, mais ce n'est pas la plus fréquente. On va voir maintenant les autres formes cliniques de la rubéole acquise et qui sont beaucoup plus fréquentes. C'est surtout les formes inapparentes, c'est-à-dire que c'est des formes sérologiques. Quelqu'un qui a été contaminé, il ne fait aucun symptôme, et vous faites la sérologie, vous allez trouver une sérologie positive. Donc, c'est ce qu'on appelle les formes inapparentes. Elles représentent à peu près, en tout cas, plus de 50%, autour de 60% de la population qui font des rubéoles inapparentes. Bien sûr, les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui n'ont pas fait déjà la rubéole. Les formes sévères, elles sont rares. Elles se voient surtout chez l'adulte et particulièrement la femme. C'est plus chez la femme. Et elles sont généralement de bons pronostics, même si la fièvre est plus importante, l'éruption est plus floride, mais l'évolution, elle guérit spontanément. Les réinfections, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de virémie, donc elles sont asymptomatiques. Alors, quelles sont les complications qui peuvent survenir? Il y a des complications hématologiques, se voit surtout chez l'enfant. C'est généralement un purpura thrombopénique. Donc, quand la thrombopénie est inférieure à 50 000, on peut avoir un purpura ou des hémorragies cutanées ou muqueuses, tout dépend bien sûr du taux de plaquettes. Et elle est d'origine immunologique. Ce n'est pas d'origine virale, mais d'origine immunologique. Il y a également les complications articulaires, se voit surtout chez l'adulte, et ce sont soit des arthralgies, mais surtout des arthrites, des métacarpophalangiennes, donc des articulations métacarpophalangiennes, parfois au niveau des coudes, et fréquentes chez l'adulte. Les complications neurologiques, on peut avoir des méningites ou des encéphalites ou méningoencéphalites, mais elles sont rares, et même quand elles existent, elles sont de bons pronostics, elles évoluent spontanément vers la guérison. Voilà en ce qui concerne les complications. Alors, comment allons-nous faire le diagnostic de la rubéole acquise? D'abord, il y a toujours la notion de contagion de cas similaires, l'absence de vaccination antirubéolique, l'absence de rubéole dans les antécédents, ça sur le plan épidémiologique. Sur le plan clinique, c'est éruption et surtout avec les adénopathies axillaires. Mais sur le plan biologique, la FNS peut révéler ce qu'on appelle une plasmocytose sanguine. Dans l'équilibre normal, les plasmocytes sont présents autour de 1%. Dans la rubéole, on va jusqu'à 5 à 6% de leucocytes à type de plasmocytes. Et bien sûr, retrouver le virus est très difficile parce qu'il faut des cultures cellulaires et tout ça. Donc, c'est réservé vraiment à des laboratoires spécialisés. Le diagnostic est surtout sérologique, qui nécessite soit 2 examens prélevés à 15 jours d'intervalle, ou bien, et bien sûr, ces examens doivent être faits en même temps, dans le même laboratoire et par la même technique. Parce que vous ne pouvez pas comparer une sérologie faite dans un labo
avec une autre sérologie faite dans un autre labo, parce qu'ils n'utilisent pas la même technique, ce n'est pas les mêmes valeurs qu'ils ont de référence. Donc, il faut, pour bien interpréter cette sérologie, il faut que les deux examens soient faits selon la même technique et dans le même laboratoire. Comme ça, vous aurez des chiffres, des valeurs qui sont fiables, ou plutôt comparatifs. Alors, quand vous faites la sérologie, comment vous allez dire que c'est positif? Quand vous faites une première sérologie, après avoir fait l'éruption, si elle est négative, c'est peut-être encore tôt. C'est-à-dire que les anticorps ne sont pas encore apparus. Donc, on fait une deuxième sérologie. Et si la deuxième sérologie est positive, on va dire que c'est une séroconversion. On est passé d'un statut négatif à un statut positif, c'est ce qu'on appelle la séroconversion, et ça confirme la rubéole évolutive. Ça, c'est quand il s'agit d'IgG. Maintenant, si on fait la sérologie, on fait juste un examen, mais on titre les IgM et qu'on trouve des IgM à la phase aiguë, on peut dire avec certitude que c'est une rubéole évolutive, parce que les IgM ne sont retrouvés que dans la rubéole évolutive, qui disparaissent au bout de 2 mois. Au-delà, on ne trouvera que des IgG. Donc, pour faire le diagnostic, soit une séroconversion, soit une présence d'IgM, ou bien, si vous ne pouvez pas faire les IgM, il faut que vous ayez un taux d'immunoglobuline G au deuxième prélèvement 4 fois supérieur au premier. Donc, il faut que le premier taux soit multiplié par 4 pour dire que c'est une rubéole évolutive. Si vous trouvez il est un peu plus élevé que le premier de quelques unités, multiplié par 2, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit multiplié par 4 pour dire que c'est une rubéole évolutive. Voilà pour la confirmation par la sérologie. Et généralement, on utilise l'immunofluorescence. Le diagnostic différentiel. Alors, concernant le diagnostic différentiel de la rubéole, devant l'éruption, on peut évoquer plusieurs pathologies qui ont le même aspect de la rubéole, qui donnent ce qu'on appelle les éruptions maculopapuleuses. Et celles-ci peuvent faire évoquer, on a commencé d'abord par la rougeole, mais dans sa forme atypique, parce que quand c'est la forme typique, le diagnostic est clair. Ou bien une mononucléose infectieuse, qui est une maladie virale due au virus d'Epstein-Barr, qui peut se manifester dans l'évolution naturelle dans 10%, associée à une fièvre au long cours de plus de 15 jours, avec des adénopathies cervicales, une splénomégalie, une angine pseudomembraneuse, et dans 10% des cas, elle peut s'accompagner d'une éruption morbilliforme. Et à ce moment-là, bien sûr, le fait qu'il y ait une fièvre prolongée, des adénopathies et surtout l'angine pseudomembraneuse, c'est plus facile de penser à la mononucléose infectieuse. Et dans la mononucléose infectieuse, comme il y a cette angine pseudomembraneuse, souvent on prescrit l'amoxicilline. Et l'amoxicilline, elle va déclencher l'apparition d'une éruption morbilliforme, sans que le patient soit allergique au pénicilline. Donc, cette éruption morbilliforme peut être prise pour une rubéole. Il y a aussi les autres virus, les entérovirus, les adénovirus, le mégaléridème épidémique. Donc, beaucoup de viroses peuvent se manifester par une éruption morbilliforme. Et le diagnostic dans ces cas-là est difficile, il est sérologique. Il n'y a que dans la rougeole où le diagnostic peut être clinique, soit par l'éruption typique descendante, soit par la présence de compliques. Alors, devant des adénopathies cervicales isolées, quand il n'y a pas d'éruption, on peut penser à la primo-infection toxoplasmique ou à une maladie, une mononucléose infectieuse où l'éruption peut manquer, ou une maladie des griffes du chat, mais dans ce cas-là, on retrouve la notion de griffure du chat dans la région satellite des adénopathies. Alors, quelles sont les mesures thérapeutiques de la rubéole?
comme on a dit que c'est une maladie bénigne, elle évolue spontanément vers la guérison. La plupart du temps, le traitement n'est que symptomatique, basé sur les antipyrétiques, pas plus. Quant aux mesures préventives, bien sûr, un enfant qui fait scolarisé, qui fait la rubéole, l'éviction scolaire n'est pas obligatoire, sauf si une de ses enseignantes est enceinte, pour éviter le contact avec cette femme enceinte. Maintenant, si elle est vaccinée, il n'y a pas de souci. L'enfant peut aller à l'école. Et bien sûr, il faut toujours, toute femme enceinte doit éviter tout contact avec quand elle est séronégative, elle doit éviter le contact avec les enfants qui font une éruption. Suspecte de rubéole, bien sûr. Et si la femme enceinte n'est pas vaccinée, il faudra la vacciner après la naissance. On ne peut pas le faire pendant la grossesse parce que c'est un virus vivant atténué. Donc, on a fini avec la rubéole acquise. On va parler de la rubéole congénitale, qui est en fait l'intérêt de cette question, puisque la rubéole acquise est vraiment bénigne, mais l'intérêt d'étudier cette maladie, c'est pour connaître la gravité qui peut survenir chez le nouveau-né. Alors, les formes de rubéole congénitale, elles vont varier selon la date de contamination. Plus la contamination de la femme enceinte se fait tôt par rapport à l'âge de sa grossesse, et plus il y aura une gravité. C'est-à-dire, c'est pendant l'embryogénèse. Tant qu'un organe n'est pas encore formé, il risque d'être mal formé. Donc, il y a cette forme, cette gravité est liée à la date de la contamination de la femme enceinte. C'est surtout le premier trimestre, mais plutôt à chaque fois que la contamination est plus précoce, le risque est plus grave. Et la transmission du virus au fœtus survient dans 80% des cas durant le premier trimestre. Et à la fin de la gestation, généralement au moment de l'accouchement, si elle fait une rubéole au moment de l'accouchement. Le virus, il traverse le placenta et il agit par deux mécanismes. Soit un effet cytolytique, donc il tue les cellules, ça entraîne la mort cellulaire, et ce qui est responsable généralement des avortements. Ou bien un ralentissement des mitoses, donc de la multiplication cellulaire, par altération chromosomique. C'est pour ça qu'il va y avoir des malformations. Alors, les aspects cliniques de cette rubéole congénitale, comme je vous ai dit, les avortements spontanés, et ils sont les plus fréquents surtout au début de la grossesse. Il y a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le syndrome malformatif de Greg, et il associe plusieurs atteintes à la fois, notamment l'atteinte de l'œil, du cœur et de l'appareil auditif. Ces malformations sont soit isolées, soit associées entre elles, elles sont multiples. Alors, quel type de lésion oculaire on peut avoir? C'est surtout la cataracte qui peut être bilatérale, une microphthalmie, un glaucome, donc une hypertension oculaire, et des opacités ou bien des T cornéennes, donc des taches au niveau de la corne. Sur le plan auditif, c'est surtout une surdité qui est surtout asymptomatique au début. C'est une hypoacousie de perception qui intéresse surtout les fréquences élevées. Donc, il ne perçoit pas les fréquences élevées. Les lésions cardiaques, donc tout ce que vous connaissez comme information cardiaque, peuvent survenir avec la rubéole congénitale. La persistance du canal artériel, la communication interauriculaire, interventriculaire, sténose pulmonaire, toutes celles-ci peuvent se voir associées ou bien isolément. Quant aux lésions neurologiques, c'est surtout une microcéphalie et un retard mentaire. On peut avoir des lésions dentaires par soit un retard d'apparition, donc il ne va pas faire sa dentition précocement comme tous les enfants, il va la faire au bout de 2 ans ou 3 ans, soit une hypoplasie, donc il va avoir vraiment des très petites dents, ou carrément une agénésie dentaire, quand il n'y a pas le germe, il n'y aura pas de dents du tout. Ça sera un édenté. On peut avoir aussi une micrognathie, j'écris macro, c'est une micrognathie, c'est un petit menton.
Alors, le troisième aspect, donc on a vu les avortements spontanés, le syndrome de Gregg, et le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle la rubéole congénitale évolutive. Donc, c'est une infection généralisée qui touche tout le système réticulo-endothélial. Donc, c'est une infection virale chronique généralisée. Elle touche tous les viscères et le pharynx. Donc, elle est associée aussi à des malformations constantes à la naissance. Il peut y avoir une hépatomégalie, une splénomégalie, un ictère, une pneumopathie interstitielle, une myocardite. Donc, tous les organes peuvent être touchés en associé avec les malformations qu'on a décrites dans le syndrome de Gregg. Alors, cette rubéole congénitale, qu'est-ce qu'elle associe à la naissance? Hypotrophie, purpura thrombopénique, comme je vous ai dit, hépatite avec hépatomégalie, splénomégalie, ictère, méningite lymphocytaire avec des signes neurologiques, des myocardites et pneumopathie interstitielle. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Et l'évolution, bien sûr, peut être mortelle, parfois guérison, mais avec de très lourdes séquelles. Voici ici, vous avez là une T cornée. Sur la cornée, vous avez comme une sorte de cataracte. Alors, le diagnostic positif de la rubéole congénitale. Si on arrive à rechercher le virus, ça peut se faire au niveau du prélèvement pharyngé, au niveau des urines et sur le LCR. Donc, vous pouvez trouver le virus partout. Mais, la plupart du temps, pour faire le diagnostic, c'est la recherche d'anticorps spécifiques type IgM, parce que, en fait, pour les différencier des anticorps transmis par la mère transmet les IgG, pas les IgM. Donc, si on trouve des anticorps de type IgM chez le nouveau-né, c'est que c'est lui qui les a fabriqués, donc c'est une rubéole évolutive. Voilà, et on peut se faire par ELISA. Alors maintenant, bien sûr, l'intérêt de cette question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire devant une suspicion de rubéole chez une femme enceinte. Alors, dès la première consultation, si elle fait une éruption, on doit lui faire une sérologie. Alors, la sérologie, la première sérologie, elle est négative. Dans ce cas-là, donc la patiente, s'il n'a pas d'anticorps, ça veut dire qu'elle n'est pas immunisée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été contaminée. Donc, il faut lui refaire une sérologie 2 semaines plus tard. Alors, si cette deuxième sérologie est positive, donc c'est une primo-infection rubéolique, donc c'est ce qu'on appelle une séroconversion. Passer d'une sérologie négative à une sérologie positive, c'est-à-dire que c'est une rubéole évolutive qui doit bien sûr indiquer l'interruption de la grossesse. Maintenant, si cette deuxième sérologie est négative, ça veut dire que l'éruption qu'elle fait n'est pas due à une rubéole, mais la patiente reste à surveiller. Il faut lui faire régulièrement des sérologies pour voir si elle se contamine autrement. Donc ça, elle reste une parturiente plutôt à surveiller. Maintenant, si la première sérologie que nous avons faite est positive, on ne peut pas savoir si c'est une sérologie ancienne, si c'est une immunité ancienne, ou bien c'est une immunité récente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra rechercher les IgM. Si les IgM sont présents, ça veut dire que c'est une primo-infection. Donc, c'est une infection évolutive. S'il n'y a pas d'IgM, c'est-à-dire que c'est une infection ancienne, donc elle est immunisée, il n'y a plus de risque chez cette patiente. Et il faut savoir que toute femme enceinte doit bénéficier d'une sérologie de la rubéole dès la première consultation chez le gynécologue, au premier trimestre de la grossesse surtout. Mais il faut continuer à la faire. Si elle est négative, si elle est positive, ça y est, si elle est immunisée, il n'y a pas de problème, on ne la refera plus. Mais si elle est négative, on doit la refaire régulièrement, tous les mois, jusqu'à la fin de la grossesse, pour voir si elle ne peut pas le contaminer, même en fin de grossesse. Voilà ce qu'il faut faire chez la femme enceinte. Maintenant, la prévention générale de la rubéole. Elle est basée, comme je vous ai dit au tout début, sur la vaccination. Alors, le vaccin
de la rubéole est un vaccin vivant atténué. Il est fabriqué, donc c'est à partir de c'est la souche de Plotkin, qui est cultivée sur cellules diploïdes humaines. C'est pour ça qu'il est très bien toléré. Donc il n'y a pas de vaccin qui survient des animaux. Ici, il survient des cellules humaines. Il est efficace, il est bien toléré et il peut être unique, vaccin rubéoleux tout seul. Il peut être associé soit à celui de la rougeole, soit à celui des oreillons, ou aux deux. Donc, il y a des vaccins bivalents, rougeole-rubéole, rubéole-oreillon et ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Et c'est tous les trois qui sont des vaccins vivants atténués. Qui dit vaccin vivant atténué, c'est une contre-indication formelle au cours de la grossesse et en cas d'immunodépression, que ce soit par une maladie ou que ce soit par une thérapeutique. Donc, les immunodéprimés ne doivent pas avoir de vaccin vivant atténué, quel que soit le vaccin. Et cette vaccination est obligatoire en Algérie à l'âge de 11 mois et avec un rappel à 18 mois. Et bien sûr, c'est ce qui est obligatoire en Algérie. Nous avons les trois, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Ils sont faits tous les trois à 11 mois et à 18 mois dans le calendrier vaccinal algérien. En conclusion, que peut-on dire de cette maladie? C'est une maladie en général bénigne. Sa gravité réside dans la survenue chez la femme enceinte non immunisée du fait des embryos photopathiques qu'elle peut engendrer. Et seule la vaccination généralisée permet de la prévenir. Je vous remercie pour votre attention.